Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en fait la semaine dernière j'ai fait une petite vidéo pour vous remercier d'être 500, pour avoir passé les 500 abonnés. Et donc dans cette vidéo je vous proposais de poser vos différentes questions pour réaliser une foire aux questions. C'était mon objectif de faire donc une nouvelle foire aux questions, la foire aux questions numéro 2 pour les 500 abonnés, pour le cap des 500 abonnés. Donc j'ai eu quelques questions que j'ai notées et je vais répondre dans cette vidéo. Voilà. Donc on commence par une première question de Cindy qui demande: fais-tu tes tableaux directement sur ta toile définitive ou fais-tu une étude préalable pour vérifier si le rendu te conviendra avant de te lancer? Alors, je fais rarement des études. Par contre, je pense beaucoup à mon tableau. Il m'arrive que je prenne des notes en fonction de l'aspiration ou autre et que je prépare en fait différentes choses au niveau de l'écrit, enfin ce genre de choses, mais en fait je ne vais pas vraiment faire une étude préalable, je ne vais pas faire de croquis ou ce genre de choses, mais par contre je vais vraiment penser au maximum ma création. Je vais essayer d'anticiper vraiment sur tout ce que je vais faire. Après, comme je vous ai dit, ça dépend parce que je travaille de plusieurs façons. Soit je vais faire un tableau en sachant exactement, enfin j'ai plusieurs process de travail, soit je sais exactement où je vais, et là donc je vais respecter à la lettre les couleurs que j'ai prévues, les formes, etc. Soit j'ai une idée globale, par exemple une petite idée de couleur, mais sans savoir vraiment les formes que je vais utiliser, donc là je me laisse aller, je pars au couteau et voilà. Ou alors dans le cadre de réalisation en speed painting, que je fais un peu moins en ce moment, là je me laisse totalement aller. Donc c'est trois process de travail très différents. Pour le premier process que je viens de vous présenter, là effectivement je vais avoir tendance à beaucoup travailler, à beaucoup anticiper sur mon tableau, mais par contre je ne vais pas faire vraiment une étude préalable avec des croquis, ce genre de choses. Voilà, j'espère que j'étais clair. Donc Sophie, comment sais-tu quand tu es sur un tableau qu'il est fini et que c'est le moment de poser les pinceaux? La question à 10 000 €. En fait, j'ai fait une vidéo que je vous recommande d'aller voir, une vidéo, un article, je vous mets le lien maintenant sur la vidéo et je le mets également dans la description. C'est une vidéo sur le perfectionnisme. Si vous n'avez pas lu mon article et si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous recommande d'y aller. Donc en fait, dans cette vidéo, je vous explique que nous sommes beaucoup à être perfectionnistes, surtout dans l'abstrait, apparemment, bizarrement. C'est quelque chose de très humain, mais en fait, c'est quelque chose qui va des fois être compliqué à comprendre et on va avoir tendance à vouloir toujours aller plus loin, peaufiner, etc. Et du coup, on ne sait plus quand s'arrêter. Surtout quand on travaille l'abstraction, parce qu'effectivement, on part pas d'un point, on veut pas aller d'un point A à un point B en fait. On sait pas, même si on sait. Je me contredis un peu quand je dis ça par rapport à ce que j'ai dit avant, mais effectivement, l'abstraction peut vous amener dans des endroits où finalement vous ne faites pas du figuratif, vous n'allez pas reproduire quelque chose. Donc vous avez tendance à vouloir aller toujours plus loin, toujours plus loin. Et donc, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Mais effectivement, moi maintenant, j'ai un peu plus de recul sur mes créations et je sais où je veux aller. Donc en théorie, je peins, je fais mon tableau et à un moment, quand j'aime le rendu, que je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour moi, c'est vraiment pour moi parce qu'il n'y a pas de règle finalement. Si je trouve qu'il y a assez de profondeur, assez de contraste, assez de couleurs, assez de couches, que c'est lumineux, qu'il n'y a pas de problème, là je m'arrête. Là concrètement je m'arrête et je n'y touche plus. Même si des fois ça démange, on se dit oh, je vais rajouter un petit quelque chose. Non, j'attends vite que ça sèche, je vernis vite pour ne pas pouvoir y retoucher. Mais effectivement, c'est quelque chose que vous avez en vous finalement. C'est un travail qui va venir avec le temps. Moi, à mes yeux, je trouve qu'il n'y a pas de règle. C'est à vous de savoir si le résultat est optimal. Et vous allez pouvoir anticiper, savoir si aussi il va plaire. Dans un premier temps, il doit vous plaire à vous. Mais il faut savoir, est-ce que vous avez bien appris à occuper l'espace de votre toile? Est-ce qu'il n'y a pas de choses déconnantes? Est-ce que les concordances de couleurs, est-ce que tout est OK? Ça par contre c'est des choses à savoir et bon effectivement il faut vérifier ces choses-là. L'occupation de l'espace aussi, des fois on fait une petite chose centrale et puis on se dit aïe j'ai pas assez travaillé le tour et donc là bah oui on a envie de retravailler un peu la forme. Mais sinon voilà c'est quelque chose que vous avez en vous finalement et par l'expérience j'ai envie de dire vous allez automatiquement savoir et plus facilement que vous le pensez quand
il faudra vous arrêter. Ensuite, donc encore Sophie, est-ce que tes pinceaux sont toujours humidifiés quand tu peins ou pas? À quel moment doit-on utiliser des pinceaux humides? Moi, c'est venu aussi en pratiquant, c'est une question de feeling finalement. Si vous prenez tout de suite de la peinture qui sort du tube et que vous mettez des coups de pinceau sans mettre la moindre goutte d'eau, ça va être compliqué, ça va devenir quelque chose de très pâteux, votre peinture va pas être assez malléable, vous aurez moins de souplesse, ça va être très difficile à appliquer. Pour ce qui va être les fondus entre couleurs dégradées, ça va être compliqué aussi à mettre en place. Donc soit vous faites directement un mélange d'eau et de peinture, soit effectivement vous humidifiez vos pinceaux, mais autant mélanger directement avec la peinture. Et soit, comme vous avez dû le voir dans mes vidéos, moi des fois je peux arriver à mettre directement de la peinture sur la toile, mais soit dessous, j'ai projeté de l'eau, j'ai mis de l'eau avec un spray par exemple, soit par-dessus, je remets un coup de spray avec de l'eau avant d'y aller avec mon pinceau. Mais ça c'est au feeling, c'est pareil, avec l'expérience vous allez arriver à comprendre combien il faut de pourcentage d'eau par exemple avec votre peinture pour avoir l'effet escompté. Parce qu'en fonction de ce que vous voulez faire, il faut des taux de dilution différents, donc ça c'est quelque chose aussi qui s'expérimente. Voilà, après c'est pas forcément le pinceau qui est humide au départ. Ouais, si j'aime quand même, je vous avoue que je mets quand même un petit coup de spray dessus pour pas avoir quelque chose de trop sec, mais ne le trempez pas aussi parce que sinon vous allez avoir des effets compliqués. Si par exemple vous mettez directement la peinture qui sort de votre tube sur la toile et que votre pinceau est très humidifié voire trempé, vous allez avoir des effets affreux, vous n'allez pas arriver à appliquer correctement votre peinture. Ensuite, alors attendez, je vais cocher. Donc encore Sophie. Est-ce que tu repeins un tableau qui ne te convient pas? Alors à mes débuts, il y a encore quelques temps, comme vous le savez au début, on est rarement satisfait de ce que l'on fait, ou on fait également pas mal d'erreurs, et pour ces deux bonnes raisons, on a tendance à dire bon je recommence. Il y a un châssis, au début ça peut coûter cher, puis on n'a pas envie de stocker des choses, donc on est tenté de repeindre et de recommencer. Je vous avoue que je l'ai fait quelques fois au départ, mais plus sur des tableaux que je réalisais pour moi-même, pour m'entraîner. Aujourd'hui, il est rare que j'abandonne une toile ou que j'en recommence une. En tout cas, je ne vais pas repeindre la toile pour repeindre par-dessus. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je me dis que pour l'acquéreur la personne qui va faire l'acquisition d'une de mes toiles, c'est pas très honnête d'avoir fait un tableau dessous et de le repeindre par économie, de faire quelque chose par-dessus. Non, ça c'est quelque chose que je ne fais plus du tout, quoi. Et puis maintenant, par confiance et avec un peu plus d'expérience, je pense que j'arrive à me satisfaire de ce que je fais et du coup je n'estime pas le besoin, sauf gros accident, je n'estime pas le besoin de recommencer une toile. Après ça peut arriver effectivement, ça peut arriver de rater une toile, mais quand c'est comme ça, généralement je me garde le châssis pour moi, pour faire des tests, des essais, je le mets de côté, je ne jette plus de châssis maintenant. Mais je le garde pour faire autre chose, quoi. Voilà. Alors Alice, comment fais-tu pour trouver du temps pour peindre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma situation a un peu changé. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi mon activité, comme par exemple le début de ma chaîne YouTube ou la première fois en question que j'avais fait il y a quelques temps, il y a quelques mois. En fait, les choses ont changé pour moi. Pour être totalement transparent avec vous, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, donc, je pratique la peinture à temps partiel, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup plus de temps pour peindre, pour organiser toute mon activité artistique et pour m'occuper également de la création de tableaux, de la vente de mes tableaux, de toute la com, parce que c'est beaucoup de travail à ne pas négliger quand on veut vivre de ses créations. C'est vraiment il y a un très gros travail de communication à ne pas négliger, et ça c'est un problème, on pourra en parler dans des vidéos ou autres, mais si vous négligez cet aspect là, vous ne vendrez jamais. Et puis donc aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai un autre site qui s'appelle coursdepeinture.net, et sur ce site, donc, je partage avec vous des tutos, des vidéos, des démos, etc. et des articles. Ça prend beaucoup de temps.
Surtout que comme vous avez dû voir autour de tout ça, j'ai créé des contenus. Donc j'ai un contenu qui a le guide de peinture. Alors si vous ne l'avez pas téléchargé et que vous voulez donc des infos, j'ai fait un guide gratuit, donc un PDF gratuit, qui recense en fait tout le matériel pour se lancer dans la peinture abstraite. Voilà, c'est un document qui fait une vingtaine de pages et dedans je vous mets ce que vous pouvez utiliser comme les couteaux, les spalters, etc., les différences qu'il y a entre tous ces matériaux-là. Et voilà, donc du coup ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et je suis content maintenant d'avoir un temps partiel pour m'occuper de tout ça et je compte m'en occuper très sérieusement. Voilà. Donc j'ai beaucoup plus de temps pour peindre. Avant c'était les soirs et les week-ends. Maintenant on va dire que j'ai la moitié de ma semaine qui est consacrée à ça. Et donc c'est super. Ensuite, Alain. Si on accepte l'aspect financier, penses-tu que le fait de peindre l'abstrait sur de grands formats, 2 mètres par 2 mètres par exemple, soit une bonne chose et pourquoi? Très intéressant comme question. Moi j'ai annoncé en début d'année que je partirais sur des formats un peu plus grands. Parce qu'effectivement, vous voyez par exemple derrière moi j'ai quelques pièces. Ça par exemple c'est des petits formats pour moi maintenant. Là je suis sur du 40 par 80, c'est pas vraiment un grand tableau. À côté pareil on est sur du 60 par 60 et à côté c'est une moitié d'un de mes tableaux, bon il n'est pas entier. Ça par exemple c'est des petites pièces. Je compte travailler là depuis peu sur des pièces beaucoup plus grandes. Par exemple j'ai fait un quadriptyque. Ouais, on est encore loin. Donc là on est encore pardon, on est encore loin de ce que tu disais, mais je commence à travailler sur certains tableaux qui vont faire 1m80 de long, mais plus sur des quadriptyques ou autres. Par contre travailler sur une pièce carrée par exemple de 2 mètres par 2 mètres, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore parce que moi la façon dont je travaille et qu'après je propose mes œuvres, je les vends, je n'aurai pas la capacité, la possibilité de stocker des pièces de 2 mètres par 2 mètres, en tout cas pas pour l'instant. Et après, je ne pourrais même pas les envoyer de toute façon. Donc, vu ma façon de travailler et ma façon de vendre, ce n'est pas possible. Après, pour des expos ou autres, ouais, c'est super tentant de faire des grandes pièces. Je pense que ça doit être un peu plus stressant au départ, mais plus on travaille, tous les artistes m'ont toujours dit ça, plus vous travaillez sur des grandes pièces et plus vous arrivez à vous exprimer. Et par contre, après, apparemment, le chemin inverse est très difficile à faire. C'est-à-dire qu'on prend très vite goût, apparemment, le fait de travailler sur des grandes pièces. Moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de demandes sur mon site de gens qui disent « Oui, c'est sympa, mais on veut des choses plus grandes. » Donc certains voulaient me passer des commandes. J'ai même eu une commande de 3,50 m par 2,50 m. De toute façon, même si je ne peux pas stocker, je n'ai pas l'atelier pour faire des pièces aussi grandes. Ça, c'est absolument pas possible. J'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité de le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est pas d'actualité. Par contre, l'envie, là, je t'avoue, Alain, que oui, l'envie est clairement là. Et je pense que oui, c'est plus facile de s'exprimer sur des grandes toiles, même si techniquement, c'est peut-être un peu plus complexe. Après, en termes d'expression, ça doit être quelque chose de génial. Ensuite, Sophie, est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas vendre une toile parce qu'elle te parlait énormément? J'ai gardé mes premiers tableaux, et ça c'est plus pour moi, enfin parce que c'est mes premiers tableaux, c'est un accomplissement le fait d'avoir osé, etc. Après maintenant avec le recul, oui, il y a certains tableaux que j'ai vendus que je regrette un peu. Mais moi le but c'est que j'ai envie de partager, j'ai envie de produire parce que j'ai envie de m'épanouir, à toujours pouvoir continuer à faire des tableaux sans m'arrêter et sans forcément stocker. Le but c'est de pouvoir en vendre, c'est même pas pour une question d'aspect financier, c'est le fait de pouvoir créer, de pouvoir créer sans m'arrêter, c'est toujours chercher, tendre vers des nouvelles choses, ça en fait c'est mon objectif quoi. Même si des fois ouais, effectivement j'ai des petits pincements en disant ah, celui-là j'aurais pas trop aimé le vendre, mais généralement c'est plus ma compagne ou alors ma famille en disant quoi t'as vendu celui-là non c'est plus souvent comme ça. Après moi je suis pas dans cet état d'esprit, je me dis bon bah je vais en faire un à peu près pareil, si je l'aimais bien je peux essayer même d'aller encore plus loin tout simplement. Je me bloque pas trop sur ce genre d'aspect. Ensuite,
Prévois-tu de faire une vidéo de démonstration pour créer un tableau comme tu le fais si bien, ceux qui en bande colorée, qui se chevauchent les unes sur les autres, que l'on peut voir sur ton site? Alors, je pense que tu parles de ce genre de travail. Sophie, ça doit être ce genre de tableau dont tu vas parler. Alors ça, c'est les techniques pratiquement que je préfère. Pour moi, c'est quelque chose de très moderne, on est presque sur l'urbain. Je m'éclate, mais totalement en travaillant sur ce genre de tableau, mais ça me prend beaucoup plus de temps. Là, je vous montre une partie d'un de mes derniers diptyques que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ombres, d'effets de lumière, de profondeur, des dégradés. Là, il y a pas mal de couches, il y a beaucoup de travail quand même. Je n'ai pas prévu pour l'instant de communiquer sur... Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas forcément envie de tout vous donner, de vous donner absolument toutes mes techniques de travail, pour la simple et bonne raison que j'ai peur aussi demain de voir quelqu'un refaire absolument tout mon travail, et moi je veux juste partager des choses avec vous, mais j'ai pas envie non plus qu'on plagie mon travail par exemple, enfin voilà, tout simplement. Et puis ça prend beaucoup de temps. Là, si je devais préparer une vidéo de démonstration sur un tableau comme ça, il est beaucoup plus long à faire que le reste, enfin que certaines vidéos que je vous ai présentées. Donc si un jour je viens le présenter, ça sera peut-être plus dans quelque chose dans lequel des choses que je suis en train de préparer, qui vont être plus des contenus, je vous le dis, payants. Je préfère être honnête, comme des cours entiers. Donc j'ai un PDF qui va être assez conséquent bientôt que je vais faire, qui fera sûrement une centaine de pages sur des techniques de peinture, sur des notions de mélange de couleurs, sur tout ce qui est le côté psychologique après la confiance en soi, etc. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous et je compte faire un contenu très sérieux là-dessus, et qui va me demander beaucoup de travail. Après, pour les vidéos de démonstration, je compte également faire des vidéos de démonstration, mais des vraies vidéos de démonstration, c'est-à-dire de cours, pas de la vidéo accélérée avec une musique de fond. Ça sera une vidéo par exemple de 2, 3, 4 heures, commentée en temps direct, non accélérée, dans laquelle je vous montrerai exactement comment faire un tableau par exemple très précis de A à Z. Et je compte faire plusieurs différentes vidéos, enfin voilà. Ça, c'est plein de projets que je monte sur mon autre site, courtepeinture.net, parce que j'ai eu pas mal de demandes à ce niveau-là, et c'est quelque chose que je vais faire très sérieusement. Donc effectivement, pour les vidéos de démonstration, je vais continuer à en faire, mais ça reste un échange, c'est juste pour monter la prestation, c'est accéléré, c'est avec de la musique, mais elles n'ont pas une vocation de cours. Je ne donne pas non plus la façon dans laquelle je travaille, etc., comment il faut diluer. Donc c'est cette différence que j'ai du mal à expliquer avec vous parfois, parce qu'on va me demander sur une vidéo comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment tu mélanges, Et c'est pas évident pour moi honnêtement, pour un contenu qui m'a pris du temps à créer, que je donne gratuitement sur YouTube, de tout vous donner mes tuyaux comme ça, c'est compliqué pour moi. Je peux pas des fois aller trop dans le détail. Après, je suis pas fermé, voilà, je suis prêt à répondre à vos questions, mais sur certains tableaux, effectivement, je ne vais pas faire des démonstrations comme je le fais sur YouTube actuellement sur toutes mes créations. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à en faire tout de même. Hein. Voilà. Ensuite, donc une autre question de Martine. Je réalise souvent des tableaux avec des couleurs en dégradé, mais j'hésite à y rajouter des projections à la fin car je crains que ça ne rende pas exactement ce que je souhaite. As-tu des astuces à ce sujet? Alors les projections, je crois que c'est la chose la plus risquée, et c'est la projection qui va, je trouve, vraiment montrer si vous avez totalement confiance en vous. Alors ça, parce qu'effectivement, Martine, tu l'as bien dit, c'est exactement ça, c'est que vous pouvez passer des heures sur un tableau et vous dites, là il me faudrait une petite projection blanche. Et là je vous vois déjà avec, par exemple, votre bouteille à la main ou votre tube en train de trembler, en train de dire, bon, bah, en 2 secondes, je suis capable de gâcher mon tableau. Ça m'a tellement souvent arrivé de complètement bousiller, détruire un tableau à cause d'une projection, et du coup on va en rajouter, on en rajoute, et là c'est trop tard, c'est fini, et voilà. Donc effectivement la projection, attention, c'est quelque chose dans laquelle il faut vraiment avoir beaucoup de confiance en soi pour créer une projection, surtout si elle est imposante et qu'elle va faire une partie intégrante de votre tableau. Si elle est très imposante, il va vraiment falloir l'assumer. Il n'y a pas de véritable astuce technique.
Après, il y a plusieurs façons. Ça va directement avec le tube, avec de la peinture qui sort du tube. Donc là, une peinture, quelque chose de compact, de volumineux. Alors là, il ne faut vraiment pas se rater. Après, vous avez des fois des bouteilles, des mélanges que vous faites. Moi, je prends une bouteille d'eau, je mélange avec de la peinture. Je peux mettre 50% eau, 50% peinture, je mélange bien. Et là, j'ai une peinture très liquide que j'utilise au besoin, faire des petites projections, faire des gouttelettes, etc. Ou après, moi, ce que j'adore, c'est y aller directement au doigt. Je remplis une tasse, enfin un récipient de peinture blanche de ce mélange, dont je viens de vous dire. Je peux mettre mes doigts dedans et tac, directement projeter la peinture, quoi. Comme ça j'adore. Mais vous verrez qu'il faut quand même bien savoir, à force de le faire, vous allez comprendre exactement où la peinture va aller. Et en fait, vous allez choper confiance en vous et une certaine dextérité au bout d'un moment. Mais il n'y a pas de véritable astuce pour pas gâcher la chose. Si vous commencez à y aller en tremblant et sans être sûr de vouloir le faire, ne le faites pas. Parce que là, après, vous allez vous énerver sur votre toile qui va sûrement pouvoir être ratée, donc attention. Attention. Après, il n'y a pas de vraie technique, à part de l'entraînement. Vraiment de l'entraînement. Et puis, ces fameuses taches blanches, c'est quelque chose qui va créer du contraste, qui va permettre d'équilibrer les couleurs, de les lier, d'amener de la lumière, ça permet plein de choses. Et malgré ça, beaucoup n'aiment pas. Faites attention, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais il est super beau ton tableau, mais pourquoi t'as balancé ce blanc dessus, là, mais c'est horrible. Alors que moi je dis, mais sans blanc, il serait pas beau. Enfin, en tout cas, c'est à mes yeux. C'est totalement subjectif. On parle d'abstrait. On parle d'art et d'abstrait, donc forcément, on est dans la subjectivité. Donc voilà, c'est pas une fin en soi, c'est pas une formule magique, la projection blanche. C'était qui? C'était Martine. Mais Martine, si tu sens que tu as besoin de le faire, fais-le. Mais essaye, entraîne-toi. Ne le fais pas sur une toile sur laquelle... Ne commence pas à le faire la première fois sur une toile sur laquelle tu as passé par exemple 4 heures, parce que tu vas sûrement t'en mordre les doigts. Ensuite, Al Art, je crois que c'est Céline, ton prénom, sauf erreur, tu me diras si je me trompe. Comment trouves-tu un titre pour tes tableaux abstraits? Bon, je lis toutes les questions que vous m'avez mis, mais je suis désolé, pour ça je ne répondrai pas. C'est une des quelques questions auxquelles je refuse de répondre parce que c'est quelque chose de très personnel, c'est mon petit truc à moi. Dites-vous que je balance pas non plus un nom au hasard, que je ne mélange pas des lettres. Il y a vraiment un sens, il y a vraiment une logique dans le choix du nom de tous mes tableaux. C'est un système que j'ai créé, que j'ai créé pour moi, et à force de me dire, de chercher des noms pour les différents tableaux, je voulais quelque chose qui soit répercutable, que je puisse utiliser dans le temps, sur tous mes tableaux, et puis que ça claque, que ça claque à ma façon, que je trouve qu'il y ait une phonétique, quelque chose d'intéressant. Et maintenant, j'ai trouvé ce système-là, mais c'est très personnel, donc je ne peux pas communiquer dessus, je suis désolé. Mais ça, c'est comme pour beaucoup de choses, des fois, vous me posez des questions, c'est des choses qui sont personnelles, c'est dommage, c'est à vous. Comme pour vos tableaux, comme pour vos créations, vous devez expérimenter les choses vous-même. Pour ce qui est le nom d'un tableau, pour ce qui est comment signer, etc. Qu'est-ce que je dois mettre dans ma signature, mais c'est des choses qui sont personnelles. Et écoutez-vous, laissez-vous aller, essayez des choses. Un nom, je sais pas, si par exemple vous dites, je sais pas comment appeler mon tableau, vous pouvez très bien prendre un nom au hasard, faire des compositions de noms, prendre un livre, prendre différents mots, prendre différents termes par exemple qui connaissent ce que vous avez dans votre tableau, les mélanger et créer quelque chose. Il y a tellement de possibilités. Mais c'est quelque chose qui vous appartient. Ce serait dommage de prendre la technique de quelqu'un d'autre ou de copier un système de création de noms. Il faut vraiment que ça vienne de vous. Après, si certains, je sais, font ça, si vous n'avez pas d'idée, diffusez sur Facebook par exemple votre tableau et puis dites qu'est-ce que vous évoque ce tableau, quel nom vous pourriez lui donner, etc. Et vous allez voir que ça va vous mettre le pied à l'étrier et puis que tout simplement votre communauté ou vos amis vont vous aider à trouver un nom intéressant. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Mais désolé pour ma technique, c'est perso. J'espère que tu m'en voudras pas. Alors Martine, bonjour. T'es-tu déjà levé en pleine nuit parce que tu avais envie de peindre ou parce qu'une idée sur une nouvelle peinture t'avait traversé l'esprit? Alors la nuit, il m'arrive d'avoir des idées, mais non, je ne me lève quand même pas pour... je pense que ma compagne ne serait pas très contente que je fasse ça. Si je me levais d'un coup en disant « Oui, j'ai trouvé !» et puis que je me mette à courir à l'atelier et que je me mette à peindre. Mais ça arrive, des fois j'ai envie de faire ce genre de choses, effectivement. En tout cas, quand j'ai déjà parlé de l'inspiration et de tout ça, je referai un sujet vidéo d'ailleurs sur l'inspiration et un article.
En fait, l'aspiration est partout. Moi, honnêtement, j'en avais déjà parlé, mais elle me vient souvent quand je suis dans des contextes non habituels. Par exemple, je suis dehors en train de manger un resto, à un moment non prévu, et je suis en train, voilà, je parle tout le temps de mon café, mais si par exemple je suis en train de manger mon dessert et je bois mon café et quelques gouttes de café tombent dans l'assiette à dessert, ou alors à côté d'une trace de chocolat, et là je me dis mais c'est beau, ça c'est bien, ou alors je regarde le ciel, je fais mais cette forme elle est géniale, etc. etc. Moi c'est ça qui me... C'est toujours des petites choses bizarres à des moments anormaux qui vont me dire ça, là ça me déclenche une idée, des fois une idée qui n'a rien à voir. Donc là j'écris. Parce que généralement, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Je me dis, oui, c'est génial, mais c'est bon, cette idée, je m'en rappellerai, je le ferai. C'est une grosse erreur, c'est une très grosse erreur. Il faut noter tout ce qui vous passe par la tête, c'est ce qui fera la différence. Donc soit prenez votre smartphone par exemple, parce que c'est très tendance, ou alors un petit carnet, et puis vous notez toutes vos idées dès quelque chose traverse l'esprit, même si c'est un mot, notez juste le mot. La date, le mot par exemple, et quand vous allez reprendre tout ça, vous allez vous rendre compte que vous aviez oublié pas mal de vos idées. Et là, vous allez pouvoir reprendre tout ça, et au moment de peindre, ça vous fait un bon moyen d'avoir de l'inspiration. Alors par exemple, voilà, l'inspiration, beaucoup me demandent, mais énormément, me demandent comment trouves-tu l'inspiration, comment faire pour avoir une idée, etc. Donc là, je viens de vous donner un exemple par exemple. Mais dans le fameux e-book que je veux faire, je vais sûrement travailler sur une partie sur l'inspiration, effectivement, sur comment arriver à savoir quel tableau vous allez faire ou comment trouver vos propres idées pour peindre les tableaux. Parce que vous pouvez déclencher cette mécanique, vous pouvez déclencher avec un peu de méthode. Et donc je compte travailler cette partie-là aussi sérieusement pour vous proposer des clés. Voilà. Ensuite, Jeanne, pourriez-vous me dire où trouver les certificats d'œuvres originales à coller au dos d'étoiles? Ça c'est pareil, c'est un document personnel. Moi, si je devais reprendre les choses, quand j'ai commencé, c'est pareil, c'est quelque chose que je ne trouvais pas, donc finalement j'ai fouillé un peu sur internet, puis certains disent oui, il faut la date, il faut le nom, nom de l'artiste, nom de l'œuvre, le format, mais finalement vous regroupez toutes ces données, vous le mettez, moi j'ai fait un petit document infographique, format A5 finalement, que j'imprime sur un papier avec un bon grammage, quasiment cartonné, et en fait dessus je mets plein d'informations concernant le tableau, je tamponne, je signe, ça me fait mon certificat d'authenticité. Et après, effectivement, je le mets derrière le tableau, ou je l'accompagne du tableau au moment de la vente. Et je contre-signe mon tableau, je retamponne avec le même tampon, je remets les mêmes dates, etc. pour faire le lien. Voilà. Après, c'est un document, je ferai peut-être un sujet dessus, effectivement, pour vous montrer comment je fais le mien. Mais le but c'est de toujours aller plus loin, donc prenez vous aussi des informations qui seraient peut-être pertinentes. Par exemple, on parlait de signature, la dernière fois je repense à quelque chose que Cédric m'avait dit, c'est que lui il signait en mettant son empreinte digitale. Voilà, c'est super personnel comme astuce, et je me dis que c'est top. Il ne faut pas forcément copier ce qui se fait en termes de support, même pour vos certificats d'authenticité, autant essayer d'aller voir... de voir ce que vous pouvez apporter en plus, ce qui peut faire peut-être la différence, parce que c'est vrai que certificat d'authenticité, on est très joint, c'est quelque chose qui est très voisin, très lié à la signature de l'artiste. Donc voilà pour les certificats. Après, juste pour une base, donc c'est un document à faire. Jeanne, fais-le toi-même ce document. Prends que ce soit un document Word ou autre, mais dessus, je te recommanderais de mettre au minimum le nom du tableau, le format, la date de création, la date et l'année de création, une signature, et après c'est le fait de rajouter un cachet ou quelque chose. Moi j'ai rajouté un tampon que j'ai fait moi-même aussi, que j'ai fait réaliser moi-même, j'ai fait une infographie et après j'ai fait créer le tampon avec mon nom, etc. dessus. C'est pour moi mon authenticité, ce qui permet de créer... ça va avec, étroitement avec le concept du certificat d'authenticité. Voilà, format, nom de l'œuvre, format, date, signature, c'est déjà une très bonne base, je trouve. Après, c'est pas forcément... Il y a peut-être certains qui vendent des documents tout prêts à l'usage, mais je trouve ça dommage. Alors après, j'ai des questions sur l'accrochage. L'accrochage, c'est pas quelque chose... Je ne suis pas compétent pour l'accrochage. Il y a beaucoup de techniques.
Il y a beaucoup de techniques différentes. Après, moi, je ne crée pas de dispositif sur le tableau pour l'acquéreur. Pardon. En fait, je laisse tous les acquéreurs faire le choix, et c'est normal. Pour moi, un artiste doit s'arrêter là. Faire le choix de comment il va accrocher son tableau. Il va peut-être vouloir l'encadrer, donc s'il l'encadre, il n'y aura pas de système d'accrochage sur le tableau, ça se fera sur le cadre. Sinon, sur le tableau, ça peut être... il y a plein de différentes techniques, en fait, différents dispositifs, des triangles, des pointes, des accroches crocodiles, vous avez plein de choses. Mais pour moi, si votre objectif est de vendre autre, je vous conseille de ne pas vous occuper de ça. Vous pourriez froisser même l'acquéreur en lui imposant un dispositif d'accrochage qu'il ne souhaite pas. Si c'est pour vous, après... je devrais pas le dire, mais je vais être honnête. Je veux parler en toute transparence avec vous, je serai toujours honnête. Moi, honnêtement, je fais les choses simplement, c'est-à-dire que si chez moi j'accroche un tableau, je mets une petite pointe et je pose mon tableau dessus. Alors, sous réserve que le tableau ne soit pas lourd. Et la plupart du temps, quand vous mettez ce genre de tableau, regardez, vous voyez en dessus là par exemple, j'ai une vis. J'ai juste une vis au mur. C'est vidu, hein. Attendez. C'est vidu, je mets mon tableau dessus. Puis vous voyez, il va tenir quoi. Après, à vous de jouer sur l'angle pour que ce soit parfaitement droit. Mais à part un tremblement de terre, un très gros courant de terre ou un enfant qui tourne autour, il ne bougera pas le tableau, il n'y a pas de souci, il ne tombera pas. Les châssis maintenant sont légers. En théorie, les pièces sont pas lourdes. Moi, je vous dis ça, c'est pour mes techniques personnelles, parce que j'enlève des tableaux, j'en remets, j'en enlève, etc. Donc je mets juste une petite pointe, et puis voilà, ça fait très bien le travail. Voilà, donc... Attends, je m'occupe de tout ça. Alors là, par exemple, ce type de tableau, oui, c'est un peu plus lourd. Je sais pas si je le ferai pour ce genre de tableau là pour Là on est sur 60 par 60 et par contre on est sur un châssis 3D, donc j'ai plus de 3 cm, voire quasiment 4 sur le châssis quoi. On a quelque chose quand même d'assez épais. Donc là vous avez un châssis plus lourd, la pointe si vous la mettez elle a intérêt d'être quand même assez épaisse. Voilà, je continue. Et j'ai fini. Donc j'espère que cette foire à questions, vous aurez apprécié ma foire à questions et que j'aurai apporté quelques réponses. Je suis désolé si j'ai pas répondu à toutes les questions, que sur certaines questions vous comprendrez, j'espère que je ne peux pas dévoiler tous mes petits secrets. Après je vous remercie encore, c'est grâce à vous qu'on est 500 aujourd'hui sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Honnêtement je ne savais pas quand j'atteindrais cet objectif et je pensais vraiment que la chaîne serait un flop et c'est pas le cas et du coup je suis très motivé pour continuer à vous donner du contenu. J'espère aussi aller beaucoup plus loin dans mes vidéos. Aujourd'hui je fais des vidéos de démonstration, des vidéos aussi où je peux parler de la confiance en soi, ce genre de choses. Enfin, j'aborde quelques thématiques, mais j'aimerais aller encore plus loin, faire des vlogs par exemple, c'est-à-dire faire des choses en extérieur pendant des événements ou avec d'autres personnes. J'aimerais aussi beaucoup faire des interviews, que ce soit d'artistes, ou même, je pensais, ça peut être une interview avec quelqu'un de la maison des artistes par exemple. Je compte vraiment gagner en notoriété sur ma chaîne YouTube que j'allie avec mon blog pour pouvoir justement essayer d'être crédible en allant contacter certains organismes ou autres pour justement proposer des interviews et vous proposer après ce contenu. Donc voilà, c'est un peu mon objectif aussi de l'année, d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Après, si il est droit, je croyais qu'il n'était pas droit, pardon. Ensuite, je vais continuer à faire des vidéos aussi de démonstration. Je vais essayer de rajouter un peu de la qualité pour qu'on voit davantage peut-être ce que je fais. Je ne veux pas rentrer dans un concept saoulant qui se répète, donc j'espère que j'arriverai à rajouter de la créativité, des choses, voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos ou des requêtes, des questions. Moi j'aime bien ce genre de choses, soit vous passez par mon site ou vous mettez en commentaire, tiens, ce serait sympa de faire une vidéo sur telle thématique. Si moi je suis ok pour en parler, je vous la ferai avec plaisir. Voilà. En tout cas, encore merci pour
pour regarder la vidéo, si vous l'avez regardé jusque-là, si vous m'avez supporté pendant cette grosse demi-heure. Et donc, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain, je fais de la peinture abstraite, et donc je vous propose tout ce que je viens de vous expliquer sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, comme ça vous permettra de recevoir automatiquement, d'être notifié de toutes les vidéos que je vais créer. Les prochaines vidéos, j'en fais au moins une par semaine désormais. Et d'être aussi notifié de mes nouveaux articles, parce que je fais des articles associés en fait pour chaque vidéo. Ensuite, je propose aussi, comme je disais tout à l'heure, un guide gratuit qui vous permet, qui est à télécharger, dans lequel je vous préconise mon matériel, je vous montre quel est le matériel peut-être pour vous lancer. C'est une liste non exhaustive, mais qui peut-être facilitera la tâche si vous vous lancez dans la peinture abstraite. Voilà, donc je vous mets le lien dans la vidéo. C'est le fameux guide PDF. Voilà, donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, un petit pouce levé. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet, donc à la fois sur le blog et un autre sujet vidéo. Merci, bonne journée. Au revoir.